moi Laetitia de Almeida. Donc, je suis donc postdoctorante au laboratoire dynamique du langage. Et donc là, en ce moment, je travaille sur l'acquisition de la phonologie des enfants allophones sont récemment arrivés en France. Très bien, et ben, on est très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette dernière séance du séminaire ELS. Donc c'est quand tu veux. D'accord. Bon, merci. Moi, je suis très heureuse d'être ici. Je te remercie, Nathalie, pour l'invitation. Je suis déjà venue assister à des séminaires, donc c'est vraiment encore mieux de me présenter. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu donc, de mon travail de mon postdoc qui en fait, donc, je ne vous ai pas dit, c'est la fin de ma deuxième année. Il va y avoir une troisième année. C'est une nouvelle toute fraîche. Ouais, donc voilà, c'est un projet qui n'est pas totalement terminé, mais qui a quand même bien avancé. Donc moi, j'ai passé un petit moment, en fait, à vous expliquer pourquoi j'ai voulu étudier ça. Donc pourquoi vouloir étudier l'acquisition de la phonologie du français langue seconde. Et pour ce faire, je vais revenir sur la question du développement du langage en contexte de bilinguisme, dans les différents types de bilinguisme. Et ensuite, vous parler un petit peu de mon parcours qui m'a amené à poser cette question de recherche. Je pense que c'est important pour mieux comprendre le projet. Ensuite, donc, je vais vous présenter mon projet qui s'appelle donc le projet PhonoAllo, donc phonologie allophone, en vous parlant des choix méthodologiques, les participants que j'ai réussi à recruter jusqu'à maintenant, du protocole que j'utilise et enfin des résultats que j'ai obtenus jusqu'à maintenant. Et je terminerai par quelques remarques. Donc pour commencer, donc pourquoi étudier l'acquisition de la phonologie du français langue seconde? Donc il y a évidemment plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait décider de le faire. Hein. Donc j'ai a priori des raisons théoriques, pédagogiques ou cliniques. Donc au niveau théorique, on sait que cette population est vraiment sous-étudiée. Donc la population des enfants qui sont âgés entre 5 et 8 ans et qui sont en contexte d'apprentissage d'une deuxième langue est vraiment sous-étudiée dans la littérature, et d'autant plus au niveau de la phonologie, et pour ne pas parler du français spécifiquement. Ensuite, il y a bien évidemment des raisons pédagogiques, donc pour promouvoir l'apprentissage à travers l'enseignement. Et finalement, moi je dois avouer que les raisons qui m'ont poussée à vouloir étudier cette population sont plutôt d'ordre clinique, c'est-à-dire pour mieux comprendre quand et comment on peut identifier un trouble phonologique chez un enfant allophone primo-arrivant. Donc voilà. Et donc c'est pour cette raison que je vais vraiment poser les bases du pourquoi de cette étude, parce que je vais m'attarder un peu sur ces raisons cliniques. Donc ce qu'on sait du développement bilingue, développement du langage chez les enfants bilingues, donc déjà quand on étudie ce thème, généralement on fait une différence entre les enfants bilingues simultanés et les enfants bilingues séquentiels, en sachant que les enfants bilingues simultanés sont ceux qui sont exposés à deux langues dès leur naissance et dont l'exposition aux deux langues est régulière, indépendamment du contexte. Donc ça peut être en contexte d'un enfant, une langue, donc à la maison, un des parents parle une langue et l'autre parent parle une autre langue, mais ça peut aussi être dans un contexte à la maison on parle une langue et à l'école on parle une autre langue. Donc dans tous les cas c'est simultané si l'exposition a lieu si l'exposition aux deux langues a lieu peu de temps après la naissance et si vraiment elle est régulière et soutenue, s'il y a suffisamment d'input dans ces deux langues. Donc dans ces cas-là, en fait c'est le type de bilinguisme qui a quand même été le plus étudié dans la littérature, et on sait que le développement du langage dans ce contexte-là est généralement similaire à celui des enfants monolingues. C'est-à-dire que les enfants bilingues dans ce contexte vont passer par les mêmes étapes de développement à peu près au même âge, et donc vont aboutir à l'acquisition de leurs deux langues à peu près au même âge que les monolingues de chaque langue, c'est-à-dire à peu près vers 5 ans, grosso modo. Alors évidemment, il y a néanmoins des particularités développementales, que ce soit au niveau lexical ou grammatical, dans ce contexte-là. Et une des particularités, c'est ce qu'on appelle les interférences linguistiques, qui sont le fait qu'il y a des propriétés structurelles d'une langue qui vont influencer le développement, par exemple, de l'autre langue. Donc ceci est absent, bien évidemment, du développement monolingue. Et ces interférences sont généralement liées soit à la dominance, c'est-à-dire que l'enfant est dominant dans une langue et pas dans l'autre, soit vraiment à des propriétés linguistiques spécifiques d'une langue qui vont
favoriser ou pas le développement de cette structure dans l'autre langue. Donc ceci veut dire qu'il n'y a pas de parfaite synchronie dans le développement, que ce soit au niveau du développement langagier par rapport aux monolingues, mais aussi entre les deux langues de l'enfant. Donc il est possible qu'une des deux langues se développe plus rapidement que l'autre. On sait aussi qu'il y a une grande variabilité interindividuelle, donc là vraiment, on voit beaucoup de différences chez les enfants. Et on sait qu'il y a un grand impact de la quantité et de la qualité de l'input sur justement le rythme des acquisitions. Donc en fait, l'environnement langagier va vraiment influencer la vitesse de développement. Et donc pour illustrer ceci, je vais vous parler un petit peu du cas du vocabulaire qui a été étudié donc, dans ce contexte-là et pour lequel on parle du concept de distributivité du vocabulaire. C'est-à-dire que si on regarde la taille du vocabulaire, qui est une des mesures qu'on regarde généralement, c'est une mesure assez simple pour voir le niveau de développement. Si on regarde la taille du vocabulaire dans chaque langue de l'enfant en isolation, souvent on va remarquer que le vocabulaire est réduit. Par contre, si on regarde la taille combinée du vocabulaire, souvent elle va être au minimum similaire à celle d'un enfant monolingue. Donc ici, plusieurs études ont montré que seulement 30% des mots seraient connus dans les deux langues chez les enfants. Donc il y a un faible taux de traduction, ce qui s'explique par le mode d'acquisition du vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, le vocabulaire, par exemple le vocabulaire qui est parlé à la maison, souvent peut être parlé dans une des langues et ensuite l'enfant ne connaît pas la traduction dans la deuxième langue, et c'est le même cas pour le vocabulaire de l'école. Donc souvent, l'enfant ne connaît pas la traduction dans l'autre langue. Et par contre, on sait que la taille du vocabulaire est fortement influencée par l'exposition à la langue. L'input joue vraiment beaucoup sur ce développement. Donc ici, pour aller un peu plus loin, donc pour mesurer la taille du vocabulaire, généralement, le test qui est utilisé de manière assez consensuelle, c'est l'inventaire du développement communicatif MacArthur, l'IDC, qui est utilisé dans plusieurs langues et qui est normé dans plusieurs langues. Et ici, c'est pour vous illustrer justement ceci. Donc la différence quand on mesure par exemple le vocabulaire total et le vocabulaire conceptuel total. Donc dans le vocabulaire total, ce qu'on regarde, c'est le nombre de mots que l'enfant connaît dans sa totalité. C'est-à-dire ici, si on prend l'exemple d'un enfant bilingue portugais-français, qui par exemple sait dire pomme en français, mais connaît la traduction du mot en portugais, donc il saura dire massin, on va compter qu'il connaît deux mots. Ensuite, on peut imaginer que cet enfant connaît le mot chien en français, mais ne connaît pas la traduction en portugais, et connaît le mot voiture en portugais qui est car, mais ne connaît pas la traduction en français. Donc au total, cet enfant a un vocabulaire total de 4. Par contre, si on regarde le vocabulaire conceptuel, ici, la mesure est différente, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder si l'enfant connaît la traduction ou pas. Ici, pour l'item pomme, on va juste compter 1, indépendamment du fait qu'il y a une traduction dans l'autre langue. Donc là, on arrive à un total de 3. Et en fait, ici, ce sont des différences méthodologiques qui sont vraiment importantes parce que, en fonction de comment on compte, les résultats dans la littérature sont vraiment différents. Et même quand on compte de la même manière. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on trouve, c'est que si on regarde seulement le vocabulaire conceptuel, souvent les bilingues sont défavorisés par rapport aux monolingues, mais si on regarde le vocabulaire total, les monolingues peuvent avoir un score supérieur aux monolingues. Et on sait ici, encore une fois, qu'il y a vraiment des différences en fonction des combinaisons linguistiques et de l'exposition. Donc voilà un exemple de comment la méthodologie influence les résultats. Donc pour revenir sur les types de développement en contexte de bilinguisme, donc cette fois-ci sur le développement bilingue séquentiel, c'est-à-dire lorsque la seconde langue est apprise, donc lorsque la première est déjà stable, c'est-à-dire à partir de 4-5 ans. Donc on sait que cette acquisition se fait de manière naturelle, mais ça ne veut pas dire qu'elle est facile pour autant. Et donc des études montrent que les compétences orales prennent entre 3 et 5 ans pour être complètement acquises dans ces cas-là, et que les compétences scolaires prennent entre 4 et 7 ans. Donc c'est quand même une acquisition qui, bien que rapide, prend du temps. Et dans ce cas-là,
on sait qu'il y a encore plus de variabilité. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de variabilité qui est due, par exemple, aux aptitudes cognitives, donc par exemple à la mémoire à court terme notamment, qui est impliquée dans l'apprentissage d'une seconde langue, mais aussi aux caractéristiques de la langue maternelle. Donc plus la langue maternelle est distante, plus l'acquisition peut être lente, à la quantité et la qualité de l'input, le statut des langues et évidemment encore bien d'autres facteurs. Sur la mémoire de travail, parce que vous avez dit quand les mesures sont différenciées sur la mémoire auditive ou visuelle. Oui, généralement c'est plutôt la mémoire verbale. Ouais. Donc voilà, donc pour revenir, pour petit résumé, acquisition bilingue, très variable, il y a encore peu de travaux et l'input généralement, donc l'environnement linguistique influence grandement l'acquisition, notamment au niveau du vocabulaire et de la morphosyntaxe. On va revenir sur la phonologie un peu plus loin. Donc avant de continuer, je voudrais vous parler du trouble spécifique du langage, qui est une pathologie qui touche le langage oral, donc le développement du langage oral. Ici, juste une petite note pour dire que j'utilise en fait la terminologie qui n'est plus en vigueur depuis janvier 2018, mais pour une perspective de continuité avec les travaux antérieurs, je vais continuer à parler de troubles spécifiques du langage. Donc c'est par trouble du développement du langage. Parce que, ouais, mais qui est un terme plus large, qui englobe en fait d'autres perturbations. Mais non, ici, le trouble donc, spécifique du langage est un trouble donc, spécifique, ce qui veut dire qu'il y a une pathologie qui ne touche que le langage oral, et donc qui est diagnostiqué par exclusion. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre trouble qui peut expliquer le trouble du langage oral. Donc il ne va pas y avoir de trouble auditif ou de trouble sensoriel ou de retard de développement ou d'autres aspects non langagiers. Donc vraiment tout va bien sauf le langage chez ces enfants-là. Mais c'est un trouble qui est sévère et qui est durable. C'est-à-dire que ce n'est pas un simple retard. C'est vraiment quelque chose qui est durable et qui dure toute la vie en fait. Qui va durer vraiment, vraiment longtemps. Donc le développement du langage est retardé. Et on observe des erreurs de développement qui justement vont être persistantes et dans plusieurs domaines langagiers. Donc normalement au moins dans 2 domaines langagiers. Ça c'est un des critères de diagnostic. Il faut que ça touche soit la phonologie et la syntaxe, soit syntaxe et vocabulaire. Souvent ça touche les 3. Enfin, mais vraiment il faut qu'il y ait plusieurs domaines langagiers au niveau productif et réceptif. Et du coup dans le cas d'un enfant bilingue, ça va affecter les 2 mêmes domaines. Oui, par exemple, oui. Et les 2 langues, en tout cas. Les 2 langues, mais... Et les 2... Oui. Souvent, oui. Donc, on sait qu'au niveau mondial, il y a environ 7% des enfants qui présentent un trouble spécifique du langage, c'est quand même considérable. Et chez les enfants bilingues, évidemment, vu que ce trouble affecte le langage oral, eh bien, il va affecter les 2 langues de l'enfant. Donc, il existe... Donc, ce trouble a fait l'objet de plusieurs études depuis quelques années et on arrive à trouver ce qu'on appelle des marqueurs linguistiques cliniques, c'est-à-dire des propriétés linguistiques qui sont vraiment difficiles pour ces enfants. C'est-à-dire qu'on sait que ces enfants vont avoir des problèmes dans ces domaines-là. Donc, par exemple, la morphosyntaxe, généralement, ce sont les structures dites complexes, donc qui sont d'acquisition difficile déjà pour des enfants sans trouble. Donc, par exemple, dans la morphosyntaxe, ça va être comme des interrogatives, les subordonnées ou les relatives. En fait, difficulté de faire des phrases longues et complexes. Et les enfants vont trouver des stratégies. Ils ne vont pas dire la maison où je suis allée, mais ils vont dire la maison où je suis allée, par exemple. Et pareil pour la phonologie. Donc, ce sont des structures de la phonologie qui sont dites complexes, notamment les groupes consonantiques. Donc, les séquences de consonnes, comme par exemple dans... 3, escalier, crocodile, porte. Dès qu'il y a plusieurs consonnes, ça va être problématique pour ces enfants. Ils vont avoir tendance à les effacer, à ne garder qu'une seule consonne, par exemple. Donc, spectacle. Non, c'est pas que articulatoire. C'est vraiment phonologique. Ouais,
Articulatoire, généralement, ça se travaille vraiment vite en fait. L'articulation, si c'est vraiment un trouble articulatoire, c'est remédiable assez facilement. Mais là, c'est vraiment au niveau des représentations. Donc du coup, c'est-à-dire qu'au niveau segmental, il peut ne pas y avoir de problème. C'est-à-dire les enfants sont capables de produire toutes les consonnes séparément. Mais c'est vraiment quand on touche à la phonologie, on touche vraiment à la syllabe, que là, ça devient problématique parce que c'est les représentations qui vont être trop simples et du coup ils vont être incapables de mettre plusieurs consonnes à la suite pour former des mots. Donc ça, c'est vraiment décrit pour plusieurs langues, donc pour le français, mais aussi dans d'autres langues du monde. Donc là, on en arrive à ce qui nous intéresse, qui est justement le lien entre le trouble spécifique du langage et le bilinguisme. Parce qu'en fait, si on compare des enfants qui ont un trouble spécifique du langage et des enfants bilingues, ce que les chercheurs ont remarqué, c'est que souvent, ce sont les mêmes domaines linguistiques qui présentent des difficultés. Tout comme chez les monolingues d'ailleurs. C'est juste que chez les bilingues, surtout s'ils sont séquentiels, eh bien, ces domaines linguistiques, ces difficultés vont avoir lieu alors qu'ils sont plus âgés. Et donc dans ces cas-là, ça va vraiment être difficile de comprendre, est-ce que cet enfant a des difficultés parce qu'il a besoin de plus d'exposition à la langue, il est juste dans sa phase de développement normal et ce sont des difficultés qui vont passer avec le temps, ou est-ce que ce sont des difficultés qui sont liées à un trouble du langage oral. Et donc voilà, ce constat amène à ce qu'il y a vraiment des difficultés de diagnostic des enfants bilingues, et le résultat, c'est que soit on arrive à des cas de surdiagnostic, c'est-à-dire que donc notamment dans ce cas-là, ce sont les orthophonistes ou même les enseignants qui vont se dire, bon, cet enfant a des difficultés, il a sûrement un trouble, on va l'envoyer chez l'orthophoniste par exemple. Ou bien le cas contraire, c'est de se dire, cet enfant il a difficulté, mais c'est normal, par exemple, on ne parle pas français chez lui. Et là, en fait, on ne sait pas trop. Et donc ces aspects de sur- et sous-diagnostic ont été étudiés et mis en avant pour montrer que vraiment ils occupent quand même un pourcentage considérable des enfants qui sont suivis ou pas en orthophonie. Donc c'est vraiment une réalité. On ne sait pas vraiment trop quoi faire dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait évaluer? Donc il y a plusieurs possibilités. Donc la première possibilité serait d'attendre et de voir, surveiller. Donc s'il n'y a pas de trouble, parce que le trouble est vraiment durable et sévère, donc généralement il ne passe pas, alors que si c'est dû à un simple développement qui est quelque part retardé, dû à un manque une insuffisante exposition, il va se remédier avec le temps. Le problème, c'est que pour beaucoup d'enfants, 1 ou 2 ans ne suffisent pas pour maîtriser la langue, donc souvent on n'arrive pas à poser un diagnostic au bout d'1 ou 2 ans, mais on ne peut pas non plus se permettre d'attendre 3 ou 4 ans pour poser un diagnostic et pour envoyer ces enfants chez l'orthophoniste. Alors, est-ce qu'on pourrait tester les 2 langues? Le problème, c'est que c'est pratiquement impossible humainement de tester les 2 langues, parce que les orthophonistes, la plupart sont monolingues, et donc il est très difficile de tester les 2 langues, et en plus, il y a un deuxième problème, c'est que les tests orthophoniques sont basés sur des normes monolingues, c'est-à-dire qu'en fait ils sont étalonnés, ils ont été construits sur des populations monolingues. Donc la référence, ce sont des enfants monolingues qui n'acquièrent qu'une seule langue. Et à l'exception de très peu de tests, par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, il y a vraiment très peu de tests qui sont normés sur des enfants bilingues. Donc ça veut dire que même si on regarde les 2 langues des enfants, en fait on va comparer cet enfant bilingue à 2 enfants monolingues. Donc ce ne sera pas juste de toute façon. Donc on a quand même ce problème des normes. Alors on pourrait essayer d'adapter dans ce cas-là les normes des tests existants. Il y a eu des propositions dans ce sens, il y a eu des études qui ont été faites, mais justement les résultats montrent que c'est assez insuffisant, en tout cas en isolation, justement parce que les performances des enfants vont dépendre de beaucoup de facteurs, comme notamment la fréquence et la richesse d'utilisation des langues, et que du coup on ne sait pas vraiment jusqu'à combien abaisser les seuils. Donc ça dépend vraiment des enfants, on n'arrive pas à trouver une mesure vraiment fiable. Donc la dernière hypothèse, ce serait de développer des outils spécifiques pour les enfants en situation de bilinguisme. Et c'est justement ce que les chercheurs ont essayé de faire ces dernières années, c'est-à-dire de cibler des structures linguistiques spécifiques que nous savons qui sont problématiques dans le cas du TSL,
et aussi de les compléter avec des informations auprès des parents pour essayer de comprendre comment est le développement du langage des enfants depuis leur naissance et quelle est aussi l'exposition à la langue. Donc, c'est pour répondre à cette question, à cette nécessité de créer des tests spécifiques pour les enfants bilingues, qu'est né un projet européen intitulé le projet BILAD, donc BILAD est la sigle pour Bilingual Language Development, donc développement du langage en contexte de bilinguisme. Donc dans ce cas-là, c'est un projet franco-allemand qui a été mené en France à l'université de Tours et en Allemagne à l'université de Oldenburg. Et l'objectif était justement de permettre l'identification du trouble spécifique du langage chez des enfants bilingues en créant et en utilisant, en testant des outils qui permettent d'évaluer la phonologie et la morphosyntaxe du français chez ces enfants. Donc là, ces outils ont été vraiment créés que dans la L2, dans la langue du pays d'accueil. Donc on ne regarde pas la L1, on va regarder que le français en essayant de cibler des structures qui identifient, qui sont des marqueurs cliniques du TSL et en ne mettant pas les bilingues dans une situation qui ne soit pas défavorisée par rapport aux monolingues en fait. Donc ça c'était l'objectif principal de ce projet qui a duré 3 ans et auquel j'ai participé avant de venir ici. Et donc je vais vous parler très rapidement des principaux résultats et des résultats qui m'ont amené à poser mon projet de deuxième postdoctorat. Donc comme je vous ai parlé d'un test qui permettait de tester la phonologie, je vais parler que de celui-ci aujourd'hui parce qu'on est ici pour parler de phonologie essentiellement. Donc il s'agit d'un test de répétition de non-mots. Alors pourquoi des non-mots? Justement parce que ça ne défavorise pas les enfants bilingues, parce qu'on n'est pas sur du vocabulaire. Et on sait que le vocabulaire, c'est difficile pour les enfants bilingues, alors que si on teste les monolingues et les bilingues sur des non-mots, on leur dit voilà, vous allez apprendre des nouvelles langues, mais ils sont à pied d'égalité. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment pour les bilingues, c'est les tests de non-mots. Ils sont vraiment très utiles et très utilisés en clinique, notamment en Amérique du Nord. Et nous, ce qu'on a remarqué sur ce test, c'est que, donc ici vous voyez, donc en fait ce sont des pourcentages sur la gauche de 0 à 100, et en bas vous avez la durée d'exposition des enfants au français en mois, en sachant que donc, tout était mélangé. Il y avait des bilingues séquentiels, mais aussi des bilingues simultanés. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui avaient 110 mois d'exposition au français, ça fait beaucoup. Et il y avait 3 langues maternelles, l'arabe, le portugais, le turc. Donc ici en bleu, en rond bleu, ce sont les enfants qui n'avaient pas de troubles. Et en triangle, les triangles orange, ce sont les enfants qui ont vraiment des troubles langagiers. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est que la plupart des enfants qui n'ont pas de troubles ont une performance qui est supérieure à 80% de réussite au test, alors que les enfants qui ont un trouble se situent pour la plupart en dessous du seuil de 80% de réussite au test. Et cette performance, donc, au niveau de la phonologie, est bonne dès les premiers mois, à partir de 12 mois d'exposition au français. Elle n'est pas corrélée à la durée d'exposition, ni à l'âge d'exposition, ni à l'exposition linguistique, c'est-à-dire à la quantité d'input, à la quantité de français auquel les enfants sont exposés, par exemple s'ils parlent français à la maison ou pas. On n'a trouvé aucune corrélation à ce niveau-là. Donc, je reviens. Pourquoi étudier l'acquisition de la phonologie du français langue seconde? Eh bien parce qu'il semblerait que la phonologie se met en place beaucoup plus rapidement que la morphosyntaxe et que le vocabulaire. Donc on a regardé les mêmes enfants en morphosyntaxe, les premières années, les premiers mois c'était beaucoup plus difficile. Le vocabulaire, on a vu, c'est vraiment très dépendant de la quantité d'exposition, et la morphosyntaxe, évidemment, c'est impossible de la regarder avant 12 mois d'exposition au français. Donc la phonologie, en plus de ceci, est indépendante des variations dues à l'exposition linguistique, ou relativement indépendante de cette exposition. Donc, elle constituerait un bon indicateur précoce du développement langagier de l'enfant, et donc pourrait nous indiquer si ce développement assume plutôt des contours plutôt typiques ou atypiques, si l'enfant a l'air d'aller plutôt bien ou plutôt pas bien, et on pourrait le voir assez tôt.
Donc là, en fait, on avait vu que des enfants à partir de 12 mois, c'était le critère qu'on s'était posé. Et moi, je me suis demandé, bah, du coup, si à partir de 12 mois, ils sont déjà bons sur ce test, est-ce qu'on ne peut pas regarder avant? Qu'est-ce qui se passe avant? Est-ce qu'ils vont être bons avant? Et c'est donc ma question de recherche pour ce projet. Donc la question de recherche, c'est à partir de combien de temps d'exposition au français les enfants en contexte d'acquisition L2 présentent une bonne performance au test de répétition de nombres. Donc, est-ce qu'on peut les tester au bout de 6 mois d'exposition, au bout de 9 mois d'exposition, ou est-ce qu'il faut vraiment attendre 12 mois d'exposition? À quel âge les enfants? Là, entre 6 et 8 ans. Entre 6 et 8 ans. Et oui, parce que c'est vraiment des contextes, donc l'acquisition L2 dans l'enfance. Et aussi, la deuxième question était de savoir si cette performance était influencée par la taille du vocabulaire réceptif ou la durée d'exposition au français, ce qui a été montré dans des études menées au Canada, par exemple. Donc voilà. Donc c'est ce sur quoi je vais vous parler à partir de maintenant. Donc les choix méthodologiques que j'ai faits. Donc moi, je me suis proposé donc de me centrer sur des enfants qui étaient arrivés en France depuis moins de 6 mois, justement pour regarder le développement de la phonologie de manière précoce. J'avais comme objectif de regarder un total de 12 à 15 enfants et âgés entre 6 et 8 ans pour ne pas avoir trop de variations dues à l'âge. Donc en fait des enfants scolarisés à partir du CP jusqu'au CE2. Donc je me suis proposé de faire deux types, donc un recueil longitudinal de leur production induite à l'aide du test de répétition de normaux et autres. Donc longitudinal, car je me suis proposé de faire cette évaluation 2 fois à 2 moments, un moment T1 et T2. Donc T1 au moment du recrutement et le moment T2 lorsque les enfants arrivent à peu près à 12 mois d'exposition au français ou bien au moins 6 mois après T1, donc pour avoir un écart considérable, ce qui nous permettrait de voir le développement. Et ensuite, j'ai eu envie de compléter ce recueil de production induite avec des productions spontanées qui avaient lieu tous les mois, donc entre T1 et T2, jusqu'à ce que l'enfant ait 12 mois d'exposition au français. Et ce recueil, les productions spontanées, durait environ 15 à 20 minutes. Donc ici, pour illustrer, vous avez T1, T2, avec l'évaluation induite, et ensuite, plusieurs fois, le recueil des productions spontanées, et ensuite, une comparaison entre T2 et T1, vu qu'il s'agit exactement de la même évaluation. Donc vraiment voir comment les performances des enfants se sont améliorées ou pas. Donc au niveau des participants, sur les 2 années qui sont écoulées, j'ai réussi à recruter 17 enfants. Donc c'était un peu plus que ce que j'avais prévu au départ. Mais c'est parce que je n'ai pas réussi à faire l'évaluation, enfin le suivi longitudinal spontané pour tous ces enfants. C'est-à-dire que pour certains, pour des raisons logistiques, c'était vraiment pas possible de retourner à l'école tous les mois et de les reprendre pendant 20 minutes en isolation. Donc je n'ai vu que 6 enfants de manière longitudinale. Les autres pour les productions spontanées, les autres ont été quand même revus entre T1 et T2, mais pas tous les mois. Donc, j'ai recruté des enfants donc, sans critères de langue, mais ce qui m'est apparu, c'était quand même assez homogène. Donc, j'ai eu 5 enfants dont la langue maternelle est l'arabe, 5 enfants dont la langue maternelle est le portugais, 2 enfants dont la langue maternelle est l'italien, et enfin 5 qui étaient déjà bilingues en arabe et italien. Donc, ils avaient tous entre 6 et 8 ans. La plupart ont quand même 7 ans. Donc, la moyenne d'âge, c'est 7 ans. Et au niveau de leur durée d'exposition, donc, ils ont entre 1 mois à 10 mois d'exposition au français. Lors du premier de T1, donc à la première fois où je les vois. Donc au début, j'avais pas prévu de voir l'enfant qui avait qu'un seul mois d'exposition, mais j'ai commencé à voir des enfants qui avaient 3 mois d'exposition et ça se passait bien, ils comprenaient, ils réussissaient bien au test. Donc je me suis dit, bon allez, j'ai cet enfant-là, je vais le prendre et je vais voir comment ça va se passer. Et en fait, c'est un des enfants qui a le meilleur score au test. Et même au niveau des consignes, ça s'est plutôt bien passé, donc je l'ai inclus dans le groupe.
Donc au niveau du protocole, comme je vous ai dit, j'essaie d'utiliser un questionnaire parental. Ce n'est pas possible pour tout, ce n'a pas été possible malheureusement pour tous les enfants, parce que dans certains cas, la famille était trop difficile à contacter. C'était vraiment trop difficile d'avoir un contact direct avec les parents. Alors bien évidemment, il y avait les autorisations, il y a eu un questionnaire que j'ai envoyé aux parents qui me retournait pour avoir des informations basiques, mais un questionnaire plus approfondi de 20 minutes, où il y a vraiment un entretien oral, je n'ai pas réussi à le faire avec tous les parents, vraiment pour des questions d'indisponibilité. Donc, en plus de ceci, je fais une évaluation non langagière à l'aide d'outils standardisés, donc pour évaluer le raisonnement non verbal des enfants, leur mémoire de travail, leur mémoire phonologique, donc encore la mémoire verbale, mémoire à court terme verbale, et une évaluation langagière qui est standardisée, donc avec des tests utilisés en orthophonie, qui évalue le vocabulaire réceptif, la compétence métaphonologique, la manipulation phonologique, et des outils non standardisés, notamment le test de répétition de non-mots, dont je vous ai parlé, et le langage spontané, tous les mots. Donc ici, je vais vous parler surtout de ces deux, enfin, plutôt du test de répétition de non-mots, d'ailleurs. Donc pour le test de répétition de non-mots, comme je vous ai dit, c'est un test qui a été conçu pour évaluer la phonologie d'enfants bilingues, en utilisant donc des items qui les mettent sur un pied d'égalité avec les monolingues. Il est composé de 71 non-mots qui ont des structures syllabiques différentes, qui vont justement jouer sur ça, sur des types de syllabes simples et complexes, en sachant qu'on s'attend à ce que les enfants aient des difficultés avec les syllabes complexes. Ce test est très rapide d'application, il prend environ 5 minutes, les enfants l'aiment bien. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, donc vous voyez, c'est un petit alien qui s'appelle Zoubidou et qui vient parler aux enfants. Donc je leur dis, voilà, il y a Zoubidou qui va t'apprendre sa langue, il vient d'une autre planète. Donc lui, il parle ni français, ni l'arabe, ni le portugais, ni le turc. Et il parle sa langue à lui, donc il va t'apprendre quelques mots. Je vais te demander de bien répéter exactement comme il dit, le mieux que tu peux. D'accord ? Donc on fait quelques entraînements et quand je vois que l'enfant a compris, on fait passer le test. Et là, vous voyez, à chaque fois que l'enfant répète un mot, il y a Zoubidou qui défile en fait. Et donc c'est bien parce que l'enfant voit sa progression et ça rend beaucoup moins ennuyeux, le test. Généralement, il y a des enfants qui veulent le refaire après, par exemple. Ou ils me demandent quand est-ce que tu reviens. Donc c'est pas mal. J'ai ici donc des exemples de non-mots. C'est parti? Avec un oral. Kip, Très bien. Skapofi, Pakno, Fikapul, Plix. Voilà. Donc ici, je vous ai mis comme exemple l'enfant qui avait 1 mois d'exposition au français. Toi, tu les as dit, les mois. Oui, voilà, c'est Non, c'est c'est un casque en fait. C'est Zoubidou. Ah, il a un casque. Il a un casque. Non, c'est pas moi, justement pour qu'il n'y ait pas de variation. Ce sont des mots qui sont déjà préenregistrés. Comme ça, il n'y a pas l'influence du testeur, en fait, de l'expérimentateur. Ils sont déjà dans le fichier PowerPoint. Et en fait, on les entend un peu, mais c'est dans un casque. Donc, il y a vraiment l'effet... les enfants aiment bien, généralement. Lui, c'était quelle langue? Arabe. Ah, tu veux que je... C'est bon. C'est parti. Pardon. Et pour le langage spontané, donc pourquoi c'est intéressant, pardon. Donc comme je vous ai dit, c'est à peu près tous les mois, ça dure à peu près 15-20 minutes, ce sont des jeux, des interactions. Donc généralement, soit j'emmène un livre, soit je leur fais beaucoup le jeu du memory. Ça, les enfants aiment bien, et quand ils ont peu d'exposition en français, c'est bien aussi, parce que du coup, c'est des mots. Donc on va dire des mots, souvent je les dis aussi, ils répètent. C'est pas des phrases. Donc, quand vraiment il y a 1 à 3 mois d'exposition, les enfants n'arrivent pas à faire des phrases, bien évidemment. Donc c'est mieux de faire le memory. Mais ensuite, on peut très rapidement, je commence à leur demander ce qu'ils ont fait à l'école, et ils me racontent, et là ils font des phrases. Ça consiste en quoi, Laetitia, le jeu de memory?
Ah, pardon. C'est un jeu, c'est des cartes qui sont retournées et il y a des paires. En fait, souvent, c'est des animaux. Moi, ce que j'ai, c'est des animaux. En fait, on doit les retourner, on en retourne deux à chaque fois et il faut tomber sur la même paire. Donc, plus on en joue, plus on sait où les paires se trouvent. Et l'objectif, c'est d'en avoir le plus. Et moi, quand je joue avec eux, la consigne, c'est à chaque fois qu'on retourne une carte, on dit ce que c'est. D'accord. Donc ça leur fait parler. Et puis à la fin, on compte. Et puis, par exemple, s'il y a des chats, je dis, est-ce que tu aimes les chats? Donc il y a des conversations qui commencent à émerger de là. Pourquoi je voulais faire ça? En fait, c'était pour compléter l'évaluation induite, parce que même si on essaie d'être dans un contexte qui est quand même assez ludique, comme vous avez pu voir, l'enfant est quand même devant un ordinateur, il a quand même un casque, il sait qu'il est enregistré, on va le chercher dans la salle de classe, donc il y a quand même tout un petit, ouais, c'est un petit événement, on va dire, qui se produit. Et bon, après, je leur donne toujours des autocollants ou des jeux, donc ça détend un peu l'atmosphère. Généralement, ils sont contents. Mais le langage spontané, ça détend encore plus. Enfin, c'est vraiment l'idée de mettre l'enfant encore plus en confiance. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que pour les enfants avec qui j'ai pu le faire, donc dans les écoles avec qui j'ai pu le faire, à la fin, les enfants ne voulaient plus repartir. Enfin, moi, je me rappelle la dernière séance quand je leur disais, bon, maintenant c'est fini, je ne reviens plus, c'est les vacances. Ah non, pourquoi tu reviens pas? Pourquoi on va pas jouer? Donc, du coup, ça fait qu'ils sont de plus en plus à l'aise avec moi et que les sessions durent de plus en plus longtemps, qu'ils parlent plus. Et ça nous offre une meilleure vision de du leur développement du langage, justement. Et ça me permet aussi de regarder. Justement, Pardon. au contraire, s'il parle de mieux en mieux parce qu'il est de plus en plus en confiance, bah forcément ça impacte sur son langage et du coup on peut dire qu'il a progressé. Oui, oui, Mais oui. du coup, c'est pas forcément une progression liée à la langue. C'est lié aussi au contexte, au fait qu'on est de plus en plus familier. Peut-être aussi. Voilà. Le problème, c'est on ne sait pas. Enfin, va y avoir beaucoup de choses qui vont jouer. Peut-être que non, mais l'enseignement a aussi joué. Enfin, il y a certainement beaucoup de choses qui ont joué. Mais là, c'est même pas. Je vais même pas parler du côté développement linguistique en soi, mais c'était vraiment le fait d'avoir quelque chose de plus spontané que ce qui est induit. En fait, quand on est dans une évaluation, ce qui se fait en orthophonie, on est quand même dans l'évaluation. Donc c'est quand même assez strict. On n'a pas beaucoup de marge. On doit quand même respecter un protocole. On a des consignes qu'on doit respecter avec les enfants. Et ça peut quand même mettre l'enfant dans une situation où il se sent évalué. Et on peut, pour ça, louper. On peut certaines structures juste parce qu'en fait l'enfant ne se sent pas bien ou quoi que ce soit. Alors que dans le spontané, l'enfant est plus à l'aise. Donc c'est plus écologique. Voilà, exactement, c'est plus écologique. Et ça me permet aussi de revenir tous les mois, donc d'avoir un suivi plus régulier, de voir, parce que tout ce qui est standardisé, en fait, on ne peut pas le refaire trop souvent parce que ça impacte. Donc il faut laisser 6 mois. Généralement, c'est ce qui se fait en psycholinguistique, on laisse 6 mois d'intervalle. Donc si vraiment je veux revoir ce qui se passe, il faut que c'était la seule manière que j'avais de voir ce qui se passait. Et aussi, c'est plus écologique parce que ça permet de voir non seulement la phonologie, mais aussi le vocabulaire, la morphosyntaxe, et aussi dans la phonologie d'autres propriétés qui ne sont pas évaluées par le test. Aussi, c'est ça qui m'intéressait aussi. Parce qu'évidemment, toute la phonologie du français n'est pas évaluée par ce test-là, et ça me permet de compléter. Et notamment le R, l'arotique, et justement, j'ai un petit exemple ici d'un enfant qui, au test, va très bien, mais qui a quelques difficultés avec le R du français. Je vais vous le faire écouter. Ce que tu as fait aujourd'hui avec la maîtresse? Aujourd'hui, on a fait les conjugaisons. Oui. Après, on a travaillé sur les heures et les minutes. Oui. Et après, c'est fini. Oui. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il a quelques difficultés avec le re. Il disait le re de sa langue maternelle, c'était un enfant italien. Et du coup, il prononçait le R de l'italien, parce qu'il ne se voyait pas dans le test, parce qu'il n'y a pas de R. Mais justement, avec. J'ai pas bien entendu, mais avec les côtés prononcés heure. Oui, le R, il a bien dit. Il le disait bien. Voilà, Ouais. il y a un moment au début, oui. R, il la disait bien. Fois, il l'a bien fait. Mais après, dans tous les autres contextes, par exemple, il disait 3, après,
Mais ça, c'est intéressant parce que justement, ça montre que c'est la phonologie, que c'est pas articulatoire. Ouais. Parce qu'il sait le produire dans certains contextes, mais pas d'autres. Et justement, dans les contextes des groupes consonantiques. C'est-à-dire d'un R, le R, il est tout seul à la fin de mots. Donc, il est en isolation, pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de produire un R à la suite d'un P ou d'un T, ça devient plus problématique. Ouais. Et ça, les enfants monolingues, ils l'ont aussi. Et le E de heure, c'est placé, il est presque pareil, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup voilà. de déplacement. Oui. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ça dit pas forcément que du coup, c'est pas articulatoire. Ça peut quand même être articulatoire parce que justement, il y a d'autres consonnes ou d'autres circonstances dans le mot qui font que c'est plus facile à prononcer ou moins ou plus compliqué. Par exemple, effectivement, le rapprochement de deux sons qui se ressemblent. Oui, mais du coup, en ayant analysé toutes ces productions, je peux vous dire que c'était vraiment dû au contexte consonantique et pas à la qualité des voyelles. C'était vraiment très, 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 très marqué pour cet enfant. C'était vraiment dans ce contexte spécifique, en fait. Tout ce qui était, tout ce qui était R en isolation, c'était parfait, que ce soit début de mot ou fin de mot, ou même milieu de mot, c'est parfait. Mais dès qu'il y avait un R dans une structure phonologique qu'on appelle branchante, en fait, qui est vraiment dans une partie qui dépend d'une autre consonne, et là, c'était problématique. Donc, c'était vraiment intéressant. Donc, on pourra en discuter après, si vous voulez. Donc, je ne sais pas trop où j'en suis. Les principaux résultats. Donc, pour le test de répétition de nos mots, donc ici vous avez encore une fois le pourcentage de 0 à 100 par rapport à la durée d'exposition, donc entre 0 et 12 mois. Et donc en mettant le seuil à environ 75%, j'ai 12 des enfants, donc 12 des 17 enfants ont un score supérieur à 75% de bonne production au test. Seulement 5 enfants sont en dessous, et même ceux qui sont en dessous ne sont pas en dessous de 60%. Donc c'est déjà un très bon score pour des enfants qui sont vraiment dans leur première année d'exposition au français. Et ici, ce que vous pouvez voir aussi par la distribution des enfants, c'est que le score au test n'est pas lié à la durée d'exposition au français. C'est-à-dire si c'était lié à la durée d'exposition, on devrait voir une courbe ascendante qu'on ne voit absolument pas. Et ici, juste, c'est vraiment rigolo, mais cet enfant qui a juste un mois d'exposition, c'est vraiment celui qui, par hasard, a le meilleur score. Il a 93, je crois. Qui a la plus grande exposition. Oui, celui qui a la plus grande exposition n'a pas forcément le score. De quelle origine? Arabophone. Oui. C'est pas lié à la langue non plus. Non, parce que les lusophones, généralement, ils ont une amplitude phonologique plus importante que le français. Donc, Les arabophones? Non, les lusophones. Lusophones, oui, pour les voyelles, oui. Et c'est pas lié à la langue. J'ai trouvé une toute petite corrélation avec l'âge. C'est-à-dire que les enfants qui sont en CP, en fait, étaient un peu moins bons que les autres. Mais bon, à voir. À voir encore avec un plus grand nombre. Est-ce que ça veut dire que le fait d'apprendre à lire, vous n'êtes peut-être pas allé jusque-là? Je suis pas allée le fait jusque-là. d'apprendre à lire et qui oblige à isoler les sons, les syllabes et tout ça, a un impact peut-être là-dessus? Sûrement, parce que ça impacte forcément les capacités métaphonologiques qui impactent l'analyse à la langue, qui va leur permettre de leur représentation. Ça peut être des obstacles aussi. Oui. En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé, une petite corrélation avec l'âge. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est que le score était lié donc, à la performance, aux structures phonologiques complexes, donc celles qui sont connues comme étant des marqueurs cliniques du TSL. Donc, par exemple, le tre, le tre, le breu, je vais bien le faire pour cette fois-ci. Donc, c'est les structures où il y a plusieurs consonnes ou que l'on sait qui sont particulièrement difficiles pour les enfants qui ont un TSL. Et en fait, ça montre que les enfants ont des difficultés au test s'ils ont des difficultés sur des aspects complexes de la phonologie. En fait. Donc ça veut dire que le test teste bien la complexité phonologique. Donc, en fait,
le test teste vraiment, vraiment la phonologie, n'est pas lié à la durée d'exposition. Et je vais ensuite vous parler aussi du résultat au test de vocabulaire réceptif. Donc ici, la présentation est un peu différente, donc ce sont toujours les mois d'exposition. Par contre, au niveau du score, comme il s'agit d'un test qui est donc c'est un test qui est étalonné chez des enfants monolingues normés en orthophonie, le calcul est différent, c'est-à-dire qu'on va calculer un écart type, c'est-à-dire l'écart de l'enfant par rapport à la norme, en sachant que cet écart prend déjà compte de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le score brut, que l'enfant par exemple est 30 quand il a 6 ans est différent si l'enfant a 30 quand il a 8 ans. Et ici, l'écart type prend déjà compte de l'âge de l'enfant. Et en fait, ce que l'écart type nous dit, c'est le score, il nous place le score de l'enfant en fonction de la moyenne du score des enfants de cet âge-là, mais des enfants monolingues. C'est-à-dire que le test a été appliqué à une centaine d'enfants, sans pathologie, sans trouble. On a regardé donc leur moyenne, la distribution, et on a fait la norme. On va dire par exemple les enfants de 7 ans ont en moyenne un score de 30, et ensuite avec un écart, donc au maximum ils ont 35, au minimum ils ont 25. Okay, donc ça veut dire que si un enfant va avoir 20, eh bien il va avoir moins 2 par exemple d'écart type. S'il a 15, il va avoir moins 10 par exemple. Donc plus il est en dessous de ce qui a été identifié chez les enfants monolingues, plus son écart type en fait va être grand, c'est-à-dire il va avoir plus d'écart avec la performance des enfants évalués. Et en fait ici ce qui est important pour l'orthophonie généralement, on va diagnostiquer un trouble, alors ça dépend, mais entre -1, -2, -2,5 écart type. Donc -2,5 écart type, ce sont des enfants qui sont déjà très 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 chutés. Et là, en fait, j'ai mis la barre à -2,5 justement, pour montrer qu'aucun des enfants évalués n'était dans la norme, avait un score qui était dans la norme des monolingues. Évidemment, il faut bien faire attention, c'est la norme des enfants monolingues français qui sont nés en France. Bon, ces enfants-là viennent d'arriver depuis 3 mois, donc c'est bien normal qu'ils ne soient pas dans la norme. Mais c'est pour dire que les tests qui sont étalonnés sur des populations monolingues et qui en plus évaluent le vocabulaire ne permettent pas d'évaluer ces enfants. Donc aucun enfant n'atteint les normes monolingues sur le test de vocabulaire, en sachant que le maximum qu'un enfant ait est -3, un écart type de -3, au minimum c'est -25. -25 c'est vraiment énorme. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que le développement du vocabulaire, en tout cas sur ce test, n'est pas du tout lié à la durée d'exposition. Encore une fois, on ne voit pas de courbe ascendante. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le score au test de répétition de non-mots n'est pas corrélé à la taille du vocabulaire non plus. Donc, en fait, on voit vraiment une différence entre la phonologie et le lexique, en tout cas pendant cette première année. Il est possible qu'ensuite, il y ait une corrélation entre les deux, mais pendant cette phase de développement qui est vraiment très très précoce, le vocabulaire a encore du mal à se mettre en place, mais la phonologie se met en place rapidement. Donc pour terminer, en fait, les messages que j'espère vous avoir fait passer, ce sont que donc, la phonologie du français en contexte d'acquisition L2 dans l'enfance semble se mettre en place très rapidement, en tout cas telle qu'elle est évaluée par le test de répétition de non-mots. Certaines propriétés phonologiques peuvent être évaluées au cours de la première année d'exposition en français, puisque ces enfants, pour la plupart, ont une bonne performance. Cela suggère qu'on peut les évaluer d'autant plus rapidement qu'on n'a pas besoin d'attendre plus de 12 mois pour les envoyer chez une orthophoniste, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et que le développement de la phonologie est relativement indépendant de l'exposition linguistique, et notamment du développement du lexique. Je pense que c'est très important parce que moi, quand je vais dans les écoles, souvent, ce que les enseignants remarquent le plus, c'est justement le lexique. Souvent, les enseignants sont très préoccupés par le lexique des enfants et aussi la morphosyntaxe, mais la phonologie revient beaucoup moins souvent.
en tout cas avec des échanges que moi j'ai eus avec les enseignants, c'est assez rare que les enseignants me parlent de la phonologie des enfants. Donc je trouve que c'est quand même bien de se dire que la phonologie, ça peut quand même être un indicateur assez précoce de ce qui se passe. Et si l'enfant vraiment parle bien dès les premiers mois, ben, ça peut peut-être vouloir dire qu'il va quand même bien arriver à bien développer le reste, même si ça prend du temps au niveau du vocabulaire ou de la morphosyntaxe. Alors évidemment, il serait intéressant de voir de quelle manière le développement phonologique durant la première année d'exposition est lié au développement lexical et syntaxique durant les années suivantes, mais aussi à l'apprentissage de la lecture et de l'écrit. Alors ça dépasse complètement mon sujet de postdoc, mais je pense que ce serait intéressant de regarder ça à l'avenir. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui m'ont aidé pour le recrutement des enfants. Donc merci Jean-Luc qui est ici. Évidemment les enseignantes qui ont accepté de me laisser voir leurs élèves et qui ont été vraiment très conciliantes, qui ont géré le contact avec l'école, les parents, les salles dans l'école, toute cette organisation, les autres enseignants, évidemment les enfants et les parents.